Ok, bon bah écoutez, déjà merci d'être présent pour assister à cette visioconférence qui va être suivie d'échanges. Alors vous avez pu voir le thème, j'ai pris le thème concentration et attention parce que c'est deux états mentaux dont on parle beaucoup et depuis de nombreuses années, particulièrement dans la spiritualité laïque, spiritualité tout court. Et donc, je m'étais dit peut-être ce serait bien de se repencher sur ça, puisque la tendance actuelle, qui n'était pas la tendance traditionnelle, la tendance actuelle tend à trouver énormément de défauts dans la concentration et mettre toutes les qualités sur l'attention. Donc une vue manichéenne qui est forcément exagérée, il me semble, mais ce serait bien d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, puisque au niveau des traditions religieuses et spirituelles, la concentration était mise en exergue. Un esprit qui se concentrait pouvait faire une bonne méditation, pouvait être calme. La concentration était vraiment mise en avant, mais de manière contemporaine, sans doute par réaction, parce que peut-être on avait trop valorisé la concentration précédemment. Bah, il y a eu un effet de balance et on dénigre trop facilement la concentration. Donc voilà, c'est une présentation globale, je vais rentrer dans le sujet. Donc il y a ces deux choses. Alors, pour commencer très simplement, moi, il me semble que la concentration, dans tous les cas de figure, c'est un peu une décision de l'être humain qui se dit, tiens, j'ai une tâche à faire, pas forcément spirituelle, hein, j'ai de la comptabilité à faire, il faut vraiment que je me concentre et que je ne sois pas dérangé pour voir mes comptes ou la déclaration des impôts. Mais la concentration, j'ai l'impression que c'est un choix, c'est une décision qu'on prend. À un moment donné, j'ai une tâche à faire et je dois me concentrer, me consacrer à cette tâche sans qu'autre chose vienne me perturber. C'est un focus sur une action à réaliser et c'est très très utile. Et naturellement, si on fait sa comptabilité, ben, il vaut mieux être concentré sur ça. Et la différence qui me semble assez correcte, c'est que l'attention, c'est moins une décision de l'être humain. On se promène dans la nature ou dans une ville, évidemment, c'est pareil. Et au détour d'un virage, il y a, par exemple en ville, une maison avec une architecture tout à fait originale, avec des couleurs qu'on n'a jamais vues. Et en fait, là, si vous voulez, on ne décide pas de regarder cette maison avec concentration. On la regarde de manière naturelle parce qu'elle éveille un intérêt, elle nous surprend. Et en fait, on la regarde, mais sans dire je dois regarder cette maison à tout prix parce qu'elle est magnifique. On n'a pas du tout ce discours. Ça me semble plus naturel, plus simple. Et et il y a une autre chose dans l'attention, donc comme je viens de décrire, il n'y a pas un objectif à réaliser. Tandis que dans la concentration, bah, il y aurait les impôts, il faut finir la déclaration, ma comptabilité, ou si j'ai de la méditation, je dois méditer pendant un quart d'heure, j'ai une action à faire avec, elle est un peu planifiée, si vous voulez. Tandis que l'attention, ben, au détour, là, une maison ou dans une forêt, il y a un arbre que je ne connais pas, on est interloqué, on regarde ça, mais on n'a pas une mission, quelque chose à faire de particulier. Voilà, on va creuser tout ça, mais c'est pour l'approche, on n'a pas la même approche dans les deux cas. Par exemple, un mécanicien, ben, il a une voiture à réparer, un moteur, quelque chose à changer. Il est très concentré, et heureusement, il le faut. C'est pas une critique, hein. Il est très concentré sur son travail parce qu'il a quelque chose à faire qui doit mener à terme. Et pour mener à terme, en fait, le propre de la concentration, pour mener à terme une tâche, on évite d'être happé par d'autres éléments qui nous détourneraient de cette tâche. Donc la concentration, c'est un peu et c'est pas une critique, hein, c'est un peu une exclusion de ce qui ne concerne pas la tâche à laquelle je me donne. Les autres choses vont me distraire, me ralentir dans ma tâche, en gros. Et donc j'ai la tâche à réaliser, et en même temps, il y a un peu comme on repousse
on repousse les autres choses. Alors, si on fait de la compta, qu'on fait de la mécanique, si on est bien dans l'action, le chose de repousser les choses, ça se fait à peu près naturellement, on s'en rend même pas compte. Mais par contre, on va revenir là sur la spiritualité. Dans la spiritualité ou la religion, voilà, par exemple, on me dit, ben voilà, c'est bien de méditer, il faut méditer, fais une visualisation où on me donne un mantra ou quelque chose à faire. Et donc, je veux tester, je veux essayer de voir si cette méditation produit quelque chose sur moi. Et je fais ce qui est demandé. Je m'assois dans telle et telle position, je fais de la respiration, j'ai un mantra où je visualise quelque chose. Mais là, on est dans le monde spirituel et pour l'instant, en fait, on est dans le monde psychologique, de la psyché. On essaye de calmer l'esprit avec un outil, quel qu'il soit, hein. Je questionne pas la validité de l'outil, c'est pas le sujet. On a un outil qui a pour but, euh, comme le mécanicien, qui a pour but qu'on soit focus. Par exemple, si j'ai une visualisation, que cette visualisation, je sois focus sur ça et que rien d'autre ne vienne dans mon esprit. Alors, déjà, pourquoi est-ce que les traditions nous proposent ce genre de choses? Parce que de manière très simple, les spirituels et les religieux ont vu dans le monde extérieur, par exemple, je reviens, ce mécanicien, quand il est en train de travailler sur son moteur, il est attentif, concentré, eh bien, ça entraîne un certain calme. L'esprit est attentif, concentré sur une tâche, et en fait, ça apaise assez efficacement l'esprit. Quand, quand on jardine, quand on peint, le peintre qui passe 3 4 heures sur son travail, il y a une espèce de détente aussi. Donc les gens ont remarqué, nos ancêtres ont remarqué ça, on se dit, bon, de manière naturelle, ça existe, et ben nous, on va mettre des techniques pour provoquer le même résultat, une action qui évite que la pensée se disperse. On a une chose à faire et ça va calmer l'esprit. Mais là, on n'est plus dans la vie en train de faire une action concrète, on est dans la psyché en train de choisir une action dans la psyché, donc faire ma visualisation de telle ou telle divinité, mais c'est beaucoup plus difficile que pour le mécanicien ou le jardinier, parce que pendant qu'on a cette visualisation, ben, les autres pensées qui n'ont rien à voir avec la visualisation, ben, elles essayent d'arriver quand même, elles toquent à la porte de l'esprit, puis même elles arrivent, hein, la plupart du temps elles arrivent, et donc il y a un jeu comme ça de ah, je dois être dans ma vie, ou mon mantra, ma visualisation, mon mantra. Ah, ces pensées qui arrivent, ah, vraiment, ça m'agace et on essaye de les repousser. Donc, c'est un jeu de. Je choisis une chose à faire et toutes les pensées, je lutte pour qu'elles ne viennent pas m'embêter, en fait. Les autres pensées m'embêtent. Et au niveau donc de la psyché, pas toujours, mais très souvent, ça fait un combat. J'ai, par exemple, j'ai mon mantra que je dois répéter, je dois penser qu'à ce mantra, mais naturellement, je pense, je sais pas, est-ce que j'ai du pain pour ce midi? C'est une horreur parmi le mantra, une pensée comme ça qui n'est pas spirituelle qui arrive, c'est un péché presque. Je plaisante naturellement, mais donc voilà, on a une espèce de lutte parce on a choisi un type de pensée qu'on doit avoir, mantra, visualisation, et l'autre ben, en fait, elle nous embête. Et en fait, très souvent, il y a une lutte comme ça. Alors, certaines personnes dépassent ça, hein, que les gens qui pratiquent, qui comprennent un peu tout ça, elles arrivent à dépasser la lutte et à être vraiment, avoir uniquement la visualisation, uniquement la respiration ou le mantra. Elles arrivent à dépasser parfois la lutte et donc, de manière mécanique, en ayant un type de pensée, elles arrivent à aborder le calme et la tranquillité. Je poursuis un tout petit peu le développement sur la méditation. Donc, elles arrivent à avoir un certain calme, à pacifier l'esprit, hein, voilà, le mot est simple. Mais en fait, ce qu'on oublie parfois dans les systèmes de méditation, c'est que donc le but, c'est avoir un esprit en paix et que
quand on est dans cet état de paix, il n'est plus nécessaire d'avoir la visualisation, le mantra ou de faire la respiration. Ces techniques sont des outils, des intermédiaires pour découvrir la paix de l'esprit. Une fois qu'on a la paix de l'esprit, c'est la paix de l'esprit qui compte, pas le mantra ou le pranayana. On confond le but et l'outil, quoi. L'outil est transitoire, et même si on est conscient de tout ça, si on découvre la paix de l'esprit, on aura de moins en moins besoin de l'outil. Et la prochaine fois, peut-être en faire les respirations 1 minute, 2 minutes, parce qu'on est devenu intime avec cette paix de l'esprit, et on arrivera très vite à la paix de l'esprit, et à un certain moment donné, on n'a plus du tout besoin d'outils. On s'assoit et on va très rapidement, mais bon, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas en un jour, ni en 2 mois, ni en un an. Il faut passer un petit peu de temps. Mais voilà, ça c'était pour la concentration au niveau de ce qu'on appelle les systèmes de méditation. Alors il y a des systèmes de méditation comme le zazen où on vous propose aucun outil. On dit, je regardais juste votre esprit, regardez les pensées passer, observez ce qui se passe et ne faites rien d'autre. En fait, c'est la méditation du Bouddha. Hein. Originellement, c'est le zazen. Au Tibet, il y a Chiné, c'est la même chose. En Inde aussi, ils ont ça, c'est une méditation, la méditation sans support, c'est la méditation la plus ancienne. Mais on a mis des fioritures partout. Mais voilà, il y a aussi cette chose, regarder l'esprit et le mouvement des pensées, et juste ça. Voilà, c'est une approche un tout petit peu différente. Après, bon, quand même, la concentration dans la vie quotidienne est très, 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 très utile. Quand je vous parle, je suis relativement concentré sur le sujet pour ne pas partir à droite et à gauche. Sans concentration, on ne pourrait pas vivre. Hein. C'est un peu le même style, les gens qui critiquent la pensée, qui disent la pensée, c'est la mémoire, on s'emprisonne dans la pensée, oui, mais peut-être, mais sans penser, on ne peut pas vivre. Si ça existe, ça a une raison d'être. Donc, sortons du manichéisme. La concentration, c'est pas le mal, et l'attention, c'est pas le super truc qui résout tous les problèmes. Euh, alors, donc on a un peu vu la concentration, mais on pourra revenir après. L'attention, comme je disais en préambule, il me semble que nous décidons moins l'attention, qu'elle se fait parce qu'une rencontre, une découverte nous parle, nous impressionne, nous interloque, et on regarde ça de manière naturelle. Et vous noterez, je pense que c'est correct, que dans l'attention, par exemple, quand je vois cette maison avec une architecture tout à fait originale, Gaudi par exemple, à Barcelone, en fait, quand on est attentif et qu'on regarde cette maison ou autre chose, en fait, il n'y a pas d'autres pensées, on n'est pas en train de repousser d'autres pensées. Elles ne sont pas là, parce que euh, cette chose qui est devant moi retient, c'est pas le bon mot, mais on le met entre guillemets, retient toute mon attention. Ce qui fait que, eh ben, il n'y a pas d'autres pensées qui interviennent parce que c'est ce qui est devant moi qui compte, je dois le regarder, regarder la beauté, les formes. Et donc, on n'est pas en train de lutter avec d'autres pensées qui voudraient s'immiscer au sein de cette attention. Et on peut rajouter que même s'il y a d'autres pensées, ben, en fait, elles n'ont pas tellement de puissance puisqu'on n'a pas créé une opposition entre l'attention et quand on n'est pas attentif. Et la concentration, si on n'est pas concentré, ne pas être concentré, c'est mal. Si on est attentif et que pendant quelques secondes on devient inattentif, eh ben c'est pas du tout dramatique, ça n'a pas tellement d'importance. Si je regarde cette maison et comme je disais en plaisantant, tout d'un coup je me dis mais j'ai pas de pain pour manger ce midi, ben, en gros, c'est pas une pensée impure qui s'immisce au sein d'une vision pure. Vous voyez, ce genre de dichotomie ridicule. Ben oui, c'est vrai, j'ai pas de pain, mais ok, je verrai après. Il, il me semble qu'il y a moins de luttes et moins de conflits
Et ça paraît plus naturel. Alors j'essaie de faire le lien avec comment est-ce qu'un être humain comprend un processus mental et s'en libère. Je voudrais voir le lien avec concentration, attention, et ça, puisque la démarche spirituelle, de manière générale, consiste à déconditionner l'esprit et à sortir des prisons mentales. Et donc, dans cet, entre guillemets, objectif, quelle est la place et de la concentration et quelle est la place de l'attention. Donc, des deux états mentaux qui se ressemblent un peu, je suis d'accord, mais qui sont quand même différents. Hein. Le semblable n'est pas le même. Hein. Le ressemblant n'est pas l'identique. Hein. Il y a différents états mentaux. Donc, par exemple, je constate que j'ai une croyance ou j'ai une idéologie. Elle se développe dans mon esprit selon certaines circonstances. Quand je rencontre quelqu'un, je pars d'une certaine manière et je m'en rends compte. Ben, je voudrais questionner la prise de conscience quand on parle comme ça de manière automatique et tout d'un coup, on dit, mais oh là là, je parle que. C'est comme si j'avais un argumentaire. Il y a les argumentaires commerciaux. Ben, moi, j'ai un argumentaire spirituel. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire de la propagande. Ben, cette prise de conscience, qui est un peu, entre guillemets, comme l'eureka scientifique, hein, qui ressemble à ça, alors je ne crois pas que ce soit de la concentration, mais on va en discuter après. Et, et je ne crois pas non plus que ce soit l'attention. Alors, c'est pas pour compliquer, mais c'est pour être précis. Alors, c'est pas la concentration parce qu'on n'a pas décidé, là maintenant, je vais prendre conscience de. Donc, on n'a pas fait ce choix. La prise de conscience est arrivée. On ne sait pas exactement par quel processus. Quelqu'un dirait oui, mais c'est parce que tu as été attentif. Pendant quelques secondes, tu as une prise de conscience. Peut-être, mais ça, c'est l'explication qui vient après. Quand on dit pourquoi j'ai eu cette prise de conscience, ou parce que j'ai dû regarder, j'ai dû être attentif, mais c'est l'explication après coup, après l'événement. Dans l'événement, on se pose même pas la question si on est attentif, concentré ou pas. C'est pas ça le sujet. Dans l'événement, on prend conscience de quelque chose et on dit mais c'est pas possible de parler comme ça. Et cette prise de conscience, c'est un peu, on le dit souvent, ben, comme un arrêt sur image et simplement le processus qui se déroulait mécaniquement, par cette prise de conscience, en fait, il se fige pendant quelques instants et on est là, interloqué, mais je viens de dire une phrase, c'est surprenant, je parle comme un robot, là, j'ai fait une phrase mécanique. Donc, dans ces prises de conscience, on ne se pose pas la question de savoir si c'est de la concentration ou si c'est de l'attention. Et donc, c'est un autre état mental, pardon. On reviendra dessus après peut-être. Euh, et donc, dans les milieux spirituels, on nous dit, bon, la concentration, faut être prudent. Par contre, l'attention, si vous êtes attentif toute la journée, vous allez comprendre plein de choses, voir plein de choses. Donc, essayez d'être attentif. Cultivez votre attention. Pourquoi pas, naturellement, pourquoi pas. Euh, mais est-ce que ça se cultive, l'attention? Ça, je pose vraiment la question parce que c'est pas si clair que ça, parce que dans mon préambule, on a entrevu que l'attention, ben, on ne décide pas d'être attentif. On se promène, quelque chose nous surprend et on le regarde parce que cette chose nous intrigue. On n'a pas décidé d'être attentif. Après, les gens nous disent, oui, mais ça peut se cultiver, essayez d'être attentif. Toujours, pourquoi pas, on examine, on fait une enquête. Et donc, si je décide d'être attentif, donc c'est un choix d'action, eh bien là, je ne suis pas sûr que ce soit. Si on décide d'être attentif, ben j'ai plutôt l'impression qu'on verse dans la concentration. Parce que je décide
même ne serait-ce comme un pari un peu imbécile, pendant 2 heures, je vais être attentif. On décrète, je vais être attentif. Eh ben, c'est une attention déguisée, mais c'est pas l'attention, c'est de la concentration. On a mis le mot attention parce il y a des vertus dans l'attention. Euh, L'attention, il y a un parfum de liberté. Ça vient quand ça le désire. On ne peut pas dire, voilà, dans une demi-heure, je vais être attentif et tout voir, les lumières, la beauté, les formes. Euh, alors, je mesure mon propos. Je m'examine en même temps que je parle. Donc, ça paraît étonnant de décider d'être attentif, et donc cette action entraînerait plutôt une concentration qu'une attention naturelle. Mais, c'est là où la vie est fantastique, on peut décider, je reprends l'exemple là, je vais consacrer les 2 heures là, qui viennent à essayer d'être attentif. C'est une décision, c'est un choix, on est conscient, et donc ça va plutôt entraîner une espèce de concentration. Mais ce qui est formidable dans la vie, on va faire ce choix qui va entraîner un espèce de focus forcé. Mais la magie de tout ça, c'est que dans ce forcé, pardon, qui est de la concentration, eh ben, au milieu de tout ça, l'attention, elle peut venir aussi. Ne nous limitons pas. Il y a quelqu'un qui peut faire 2 heures de zazen et les gens le découvrent. Naturellement que c'est une concentration, c'est un choix, hein. Et oui, mais il se peut aussi que pendant cet exercice, eh ben, il y a un calme qui arrive, il y a quelque chose d'énorme et qu'on ait dépassé la concentration. C'est pour dire que la concentration, c'est pas un drame. C'est pas vraiment un empêchement. C'est une mauvaise explication, une orientation légèrement faussée, mais c'est pas si grave que ça. L'être humain, avec son intelligence, peut comprendre tout ce processus et au sein de la concentration, il peut se détendre parfois, se décontracter, être calme et tout à fait, et parfois se libérer de la concentration et découvrir autre chose. La concentration, en fait, c'est une vraie fausse prison. C'est pas une vraie prison. Il n'y a pas de vraie prison. Pour l'esprit, il n'y a pas de vraie prison. Et c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas dire la concentration, en gros, c'est mal, et l'attention, en gros, c'est super bien. On va tout comprendre par l'attention. Par contre, il y a des différences. La concentration peut se cultiver. On décide de méditer, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse décider d'être attentif, d'être dans le vrai sens, hein, d'être attentif. Je... Il y a un élément dans l'attention qui survient, si vous voulez, quand quelque chose est perçu par nos sens, il y a un élément de curiosité. On est étonné, on est... Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cet arbre cette plante que j'ai jamais vue? Il y a un étonnement mêlé de curiosité qui fait qu'on regarde parce qu'on a envie de saisir ce qui se passe, une belle personne qui passe. Il y a un élément d'étonnement. Alors il y a un mot maintenant qui est un peu à la mode, c'est le mot émerveillé. On est dans l'émerveillement. Mais je trouve que c'est un peu trop fort. On n'est pas forcément toujours dans l'émerveillement. C'est un espèce de nouveau. Euh, Parfois, c'est pas de l'émerveillement. On est juste étonné, curieux, surpris. On n'est pas toujours en extase, hein. Les gens maintenant on découvre un nouvel arbre, ça y est, on est en extase totale. C'est- Parfois peut-être, mais pas de manière courante, hein. Faut pas peut-être pas exagérer non plus le discours verbal. Donc, voilà, l'attention semble plus libre, en fait. Voilà. Euh, et, et vous voyez, tout à l'heure, je disais, comment est-ce que l'être humain peut déconditionner son esprit? Alors,
on peut se forcer à essayer d'observer l'esprit, de comprendre ses mécaniques. Donc dire je dois observer mon esprit. Donc ça, c'est la concentration avec une tension. La concentration comporte une tension, hein. Il y a ce que je suis et ce que je voudrais être. Ce que je suis, mes pensées naviguent là-haut, et ce que je voudrais être, c'est en avoir qu'une ou deux, être très focus. Donc il y a une lutte entre ce que je suis naturellement et ce que je voudrais être dans le domaine spirituel, ce que je voudrais être, avoir une ou deux pensées pour être calme. Donc il y a une tension. Donc on peut mettre cette tension dans la compréhension de l'esprit, dire voilà, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. Il y a un sage en Inde, je pense au 19e siècle, on m'avait raconté ça, il voulait tellement l'éveil, ou la réalisation, hein, ils appellent ça aussi comme ça, il a pris un couteau, il s'est dit, la réalisation où je meurs. Bon, bah, il s'est éveillé. Il s'est éveillé. Mais c'est quoi? C'est l'instinct de survie ou c'est un éveil qu'il a eu? Vous voyez, c'est une espèce de violence, une violence énorme, quoi. Euh, donc, dans ces tensions, on n'a pas l'esprit en paix pour observer tranquillement ce qui se passe. Par contre, ce qu'on disait quand on a une prise de conscience de quelque chose, ça peut, hein, ça peut un peu ressembler à de l'attention, parce qu'il y a le côté, on est surpris, on est interloqué par ce qu'on vient de découvrir, parce que ça nous choque, ça nous heurte. Mais la différence, c'est que, par exemple, quand je vois une architecture nouvelle, que je suis impressionné, voilà, là, il faut pas se libérer de la maison. Il y a pas un acte de conditionnement, ou si on voit un arbre, on n'a pas à se libérer de l'arbre. Il n'y a pas on n'est pas conditionné par l'arbre. Tandis qu'on voit un dysfonctionnement de l'esprit, ce dysfonctionnement atteint mon esprit et fait plein de perturbations. Donc là, il y a quelque chose, on doit se libérer de quelque chose. L'extérieur, on ne va pas se libérer du coucher de soleil, enfin, ça veut strictement rien dire. Donc dans l'attention, à l'extérieur, c'est juste un peu comme un peu, on est, ah, c'est encore des mots très, très, c'est un peu si on est touché par la grâce de la beauté du monde et on regarde ça. Voilà. Presque on ferait une louange à la beauté du monde, ce qui est correct et très bien, mais inclus, il n'est pas inclus au sein de tout ça la, la libération, le déconditionnement. C'est pas le sujet là, si vous voulez. Donc, dans l'eureka, dans la prise de conscience, on est interloqué comme quand on voit un bel arbre, mais là, en fait, la croyance ou un a priori, c'est un dysfonctionnement, pour être le plus neutre possible, c'est un dysfonctionnement auquel on regarde si on peut y mettre un terme, si vous voulez. Il y a quelque chose qui fonctionne mal dans l'esprit, la prise de conscience puisqu'il y a quelque chose, il y a un problème à résoudre, la prise de conscience, si vous voulez, c'est comme si un problème psychologique, un a priori, une croyance, ça existe parce que ça n'a jamais été vu clairement, parce que ça vit un peu dans la pénombre, c'est pas très clair cette histoire. Et l'eureka, la prise de conscience, c'est tout d'un coup l'esprit qui voit clair cette chose-là, littéralement qu'il met à la lumière. Et cette chose confuse, elle n'avait d'existence que parce qu'elle vivait un peu dans l'opacité, parce qu'on n'avait pas trop saisi. Le fait de le voir clairement, eh bien, on voit toute l'absurdité, toute la fausseté de cette attitude mentale, pour faire simple. Et là, il y a quelque chose d'autre, c'est que là, eh ben, on peut finir ce dysfonctionnement. Et c'est là qu'intervient le déconditionnement. Vous voyez. Et donc, c'est un troisième état mental. Il y a la concentration, l'attention, qui ont toutes les deux leurs qualités, leurs caractéristiques, et la prise de conscience, qui est un peu liée à l'attention, mais qui n'est pas l'attention, est un autre état mental qui libère, hein. Donc, je fais un petit résumé avant de... Donc, il y a la concentration, c'est une tâche que je décide.
d'exuter, j'ai comme une mission à faire, et c'est très bien, c'est très, très, très efficace. L'attention, je décide pas vraiment d'être attentif, et je n'ai pas de tâche spéciale à faire. Voilà, quelque chose, un enfant passe devant moi, je suis subjugué parce qu'il est tellement beau, je le regarde, et j'ai pas de mission à réaliser. Je regarde ce qui est, voilà, donc c'est un peu différent. Et après, comment l'esprit se déconditionne, se libère de ses prisons mentales, de ses dysfonctionnements. Là, c'est par une prise de conscience qui n'est pas décidée aussi, c'est là où il y a un petit clin d'œil avec l'attention, qui n'est pas décidée, mais cette prise de conscience, quand elle arrive, elle fait que je vois le mental tel qu'il est, et que si j'observe un dysfonctionnement, je le mets à la lumière en quelque sorte. Et comme sa vie, elle était faite d'obscurité, ben, ce dysfonctionnement, devant le regard de l'esprit, il se dissout. Il se dissout, il disparaît. Et c'est un système de libération, de déconditionnement, hein. Donc, il y a les trois états mentaux qui ont chacun leurs caractéristiques et leur beauté, euh, mais ni l'attention ni la prise de conscience ne se décident, il me semble, hein. On peut essayer de travailler son attention, peut-être, de la cultiver peut-être, mais c'est pas un bouton et on dit, tiens voilà, dans 2 minutes, là, je vais être super attentif. Il y a un système de liberté, c'est comme le poète, il va pas dire, ah voilà, dans 10 minutes, je vais sortir le plus beau poème du monde entier, ça va être une œuvre magistrale. Ben, on peut essayer, mais c'est rarement le cas. L'inspiration, parfois, jaillit, on ne sait même pas pourquoi. Il y a un côté liberté qui, me semble, n'est pas dans la concentration. C'est peut-être pour ça que ça a été qualifié de négatif, mais c'est pas négatif. Mais il n'y a pas un côté de liberté, c'est un choix humain. Tandis que dans l'attention et dans la prise de conscience, ben, je pense que la volonté humaine n'a pas lieu, n'est pas là, si vous voulez. C'est comme un cadeau. Euh, et l'attention ne nous libère pas forcément, mais la prise de conscience, parfois, on oublie le toujours, hein, la prise de conscience peut parfois libérer l'esprit de l'être humain. Donc il y a, mais, mais ce sont des états mentaux à ne pas opposer, hein. C'est comme dans les animaux, il y a des corbeaux, des corneilles. On ne va pas opposer le corbeau à la corneille ou au chouca des tours, parce que parfois ils volent ensemble, tous ces oiseaux. Ne faisons pas de hiérarchie. Il y a différentes choses dans la réalité qui existent. Arrêtons de faire des hiérarchies à tous les niveaux, où Bouddha est mieux que Jésus, ou je ne sais pas, c'est tellement ridicule. Euh, donc voilà, je fais un panorama un peu général, mais je reviens juste, mais sur la méditation, les yogis, parce que le yoga c'était pareil, hein, tous ces gens-là avaient observé que quand les êtres humains sont à une tâche et qui sont très très concentrés, en fait leur esprit s'apaise assez, assez fortement. C'est de cette constatation simple qu'a découlé tout le yoga, la méditation, les mantras, quand on est focus sur quelque chose, en général, l'esprit se calme. Alors, c'est mécanique, mais on peut arriver à un vrai calme de l'esprit, hein. C'est parti d'une constatation vraie et très simple, hein. Et après, ça a été développé, hein, évidemment, et complexifié. Mais est-ce que je disais, puis je vais bientôt arrêter ma présentation, donc il y a des méditations avec des outils, mais il y a aussi, c'est moins rare, quelques méditations, on ne propose pas d'outils comme le zazen. Et sans outils, parfois, il peut être un peu plus facile de passer de la concentration à l'attention, puisqu'il n'y a pas un outil qui nous hypnotise en quelque sorte. Euh, et donc, on peut glisser plus facilement. Mais quel que soit l'outil, je pense que c'est toujours important de se rappeler que l'outil n'est qu'un moyen, il n'est absolument pas et enfin une soi. Il a pratiquement il a quelques valeurs, mais très faibles. La valeur, c'est découvrir la pacification de l'esprit,
mais une pacification profonde. Hein. En Inde, ils ont le grand mot, le samadhi. C'est pas être bien, hein, euh, c'est pas ça me fait du bien, c'est quand même un peu plus important que ça. Hein, c'est pas un contentement. On est dans le confort, c'est au-delà de ça. Hein, il y a vraiment une dimension énorme. Euh, et donc, sans outils, le méditant qui n'a pas d'outils peut entrevoir plus facilement l'attention que si tu as une visualisation, un mantra, quelque chose, tu dois répéter, répéter, répéter. Ça, on est comme sur un rail et, et on a une difficulté à sortir du rail, quoi, si vous voulez. Et on accorde, malheureusement, certaines traditions, une importance énorme à la technique. Alors que on va pas dire c'est rien, mais c'est presque rien. Donc, faut vraiment le relativiser. J'avais commencé à quelle heure, moi? Ouais, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde si j'ai oublié peut-être un ou deux aspects. Euh, oui, juste en Occident, l'origine étymologique de méditation, c'est pas la même chose qu'en Orient. En Occident, ça veut dire peser, sous-peser, euh, jauger les choses. C'est-à-dire euh, essayer de savoir qu'est-ce qu'est la chose de manière réelle. Donc là, il y a un peu un élément de connaissance de la chose, qui n'est pas exactement la même chose. La méditation en Orient, c'est plutôt plonger dans l'esprit, essayer de découvrir la vacuité ou des choses comme ça. Mais les deux sont complètes. Peser ou sous-peser, c'est comme vraiment voir la nature des choses, quoi. Et peser sans dépendre de la vie d'un autre, évidemment. Euh, voilà, je pense que j'ai fait un tour un peu général. En dialoguant, on va pouvoir rentrer dans les détails. Euh, voilà. Bah, écoutez, voilà. Alors on peut contester, dire attendez, je pense que là, euh, il y a une erreur ou une blague dans ce que vous avez dit. C'est pas tout à fait correct, évidemment. Hein, comme ne me croyez pas. Hein, on n'est pas. Voilà, je suis pas l'instructeur. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir ou si vous avez d'autres idées, ou, hein, naturellement, hein, d'autres approches. Parce que c'est assez complexe, hein, je- j'en suis conscient. Par exemple, le pranayana qui est dans le yoga, les exercices respiratoires, hein, juste un éclairage complémentaire. Pourquoi est-ce que le pranayana a été pris comme étant très efficace? Et c'est très efficace pour se calmer. C'est dans l'observation ordinaire des gens, quelqu'un qui est en colère, il a une respiration forcée, il s'époumonne quoi, tellement il est de colère, et quelqu'un qui est calme ou quelqu'un qui fait une sieste, il a une respiration très fluide, très détendue. Un enfant qui lit un livre, il a une respiration très détendue. Et donc, de cette observation, quand on respire bruyamment, on a un esprit agité, et quand on respire tranquillement, calme, on a un calme d'esprit. Donc c'est aussi à partir de ces constatations que les gens ont réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire avec les respirations, est-ce qu'on peut euh, utiliser ce phénomène naturel pour en faire un outil. Hein. C'est comme le calme de l'esprit, c'est lié au calme de l'esprit, mais la respiration, c'est très spécifique et sans en faire l'absolu total, les exercices de respiration, ça peut être très efficace pour se détendre profondément, d'autant plus que nous avons une chance, nous respirons toute la journée, et donc nous pouvons à chaque instant prendre conscience qu'on respire. Et la chose la plus simple dans le pranayana, c'est simplement prendre conscience qu'on inspire et qu'on expire. Il y a plein d'autres choses compliquées après, mais ça, c'est une des bases, des bases, des bases. Voilà, c'est un complément.
tous les exercices sont partis de constatations naturelles sur le corps humain, comment vivent les hommes. Hein. C'est suite à l'observation, quoi. Voilà, je voulais rajouter ce petit complément. Alors, je suis tout oui, chers invités. Et ouais, ça me parle. Après, tu vois, au quotidien, ça remettait. Je me suis questionnée sur quelque chose que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais ça me parle. Alors, Oui, je suis dans une association, coprésidente. Je m'occupe de enfin, c'est des compétences professionnelles que j'ai exercées pendant des années. Donc, je les mets au service de l'asso. Donc, il y a oui. de la comptabilité, même si c'est pas mon point fort, la communication, la gestion administrative, le site, le machin, le truc, le bazar. Bon, il y avait des choses à faire et j'ai une des coprésidentes qui est venue à la maison pour qu'on bosse et qu'on fasse une demande de subvention. Hmm. Et avant qu'elle arrive, j'ai tout rangé. C'était, mais everything is under control, c'était en ordre et tout. Et elle me l'a fait remarquer parce qu'on se connaît bien, quoi. Et en fait, c'est un peu, ça me fait penser à la concentration, c'est-à-dire que j'ai tout mis en ordre et ça m'a rendu complètement disponible pour faire ce que j'avais à faire. Et ça a été mené à terme, ça a été rondement mené. On a fait le truc, j'ai imprimé les bazars, j'ai fait des Hmm. PDF, j'ai envoyé à l'organisme auquel j'ai demandé. Elle m'a Hmm. renvoyé un accusé réception du mail en me disant c'est parfait, si tout le monde faisait comme ça me libérerait du travail. Et je Hmm. me disais, mais je suis psychorigide ou quoi? Alors, et le côté, je veux bien faire. Mais en même temps, si tu veux, quand je bosse pour quelqu'un d'autre, ça n'engage pas que moi, donc je vais jusqu'au bout. Et Oui, en fait, ça m'a permis de le faire en un temps restreint et que oui, ce soit complètement abouti. mais Mais parce que c'était une stratégie efficace pour ce que tu devais faire. C'est logique. Si tu as des trucs à droite, à gauche, à un moment, tu vas regarder un carton vert, je lui dis, oh là, j'aurais dû ranger ça, il t'es plus dans la compta, quoi. Tu vois. C'est, c'est normal parce qu'en fait, c'est efficace. oui, oui, et puis c'est intéressant de voir avec bon, des années de pratique, hein, quand j'avais 20 ans, je faisais pas comme ça. Hmm. De voir avec quelle rapidité, puisque là c'est la pratique, hein, c'est comme la pratique méditative. Tu t'assois, tu n'as plus besoin de penser, ton corps il a la mémoire corporelle, émotionnelle et respiratoire éventuellement, et boum, ça m'est Ah arrivé une oui, fois que j'étais énervée. Je suis montée, je me suis assise, ah oui, ah et, oui. ce qu'on dit souvent aussi, c'est la pratique qui fait ça. Mais j'avais Oui. besoin, si tu veux, de prendre du recul par rapport à un regard qui avait été posé sur moi à ce moment-là, par ma copine, là, et Hmm. de le lier avec ce que j'avais mis en place. Et en fait, ce que Hmm. tu viens de nous expliquer correspond Oui, parfaitement à ça, quoi. oui. Et c'est chouette parce qu'on sait mettre en place des choses pour arriver à l'attention, à l'eureka. Oui, Et l'eureka, c'est comme un émerveillement. Alors, je sais, tu as dit que machin, avec émerveillé. Non, mais je rigole. oui, bon, qu'importe, c'est des mots, c'est pas On s'en grave. fiche. Mais ça va vers une espèce de libération et de bien-être et d'ouverture dans un espace infini, je trouve. Une Oui, fois que c'est fait ou une fois que tu es devant la maison de Gaudi, tu es là comme ça. oui, et tout à sa place, quoi, si tu veux. La maison de Gaudi à sa place, la concentration à sa place, la pensée et la mémoire à sa place, l'absence de mémoire à sa place. En fait, là, quand tout a sa place, eh ben, on parle d'harmonie, hein. C'est simple, c'est d'une simplicité. Les choses ne sont plus en friction parce qu'elles ont leur place et leur place ne gêne aucun autre élément. Hmm, Et c'est ça qui fait la paix de l'esprit, à un moment donné. complètement. Et quand il y a plus de conflit interne, bon, je fume et je devrais pas fumer. Tu sais, ce genre de truc un peu ridicule, mais qui, l'être humain est fait comme ça. Hein. Euh, tu sais, alors le mot ordre maintenant, c'est un peu, on ressent ça mal, c'est un côté politique, presque dictature, mais l'ordre au niveau grec, ça veut dire cosmos. C'est que, tu vois, le sens, c'est pas, on régente les choses. La totalité de le cosmos, donc c'est la totalité de ce qui est. Cette chose vit en harmonie et en ordre, mais pas un ordre dictatorial. Un ordre né
que chaque chose a sa place et aucune chose ne gêne une autre. C'est ça que. Et bon, maintenant, ça fait mal aux oreilles quand on emploie ce mot, mais. Et on peut découvrir, évidemment, cette harmonie dans le monde, mais aussi dans son propre esprit. Et, et tout d'un coup, on se demande pourquoi est-ce qu'on s'est séparés? Est-ce qu'on est vraiment séparés de ça? Puisque je peux avoir l'harmonie en moi, l'harmonie est mise dans le monde, mais en fait, il n'y a pas le monde et moi. C'est quoi ces blagues-là? Il n'y a pas moi et le monde. Non, il y a le monde qui est fait d'êtres humains, d'animaux, de machins. Parce que tous ces eureka, ces déconditionnements-là que j'évoquais, à un moment donné, ça déconditionne l'homme, ça déconditionne l'homme. Et comme disait un chaman, il y a trop d'hommes dans l'homme. On a ôté un peu d'homme dans l'homme, et tout d'un coup, on découvre que l'homme est une partie d'un ensemble énorme. On a notre place, mais cette partie, elle ne peut pas dire je suis le très grand. Là, tu as un immense carrelage fait de milliards de carreaux, tout ça travaille ensemble, c'est le carrelage. Mais le petit carreau, il ne peut pas dire je suis le carrelage, comme certains diraient je suis, avec le jeu avec un J majuscule. Euh, cette satanée séparation, cette coupure que ressentent les êtres humains, c'est un mauvais sortilège, évidemment. On peut vraiment sortir de ce sentiment. De, il y a le monde et moi, ce genre de choses. Dans l'attention, on parlait de l'attention. Je suis à Barcelone et tout, et il y a la Sagrada Familia de Gaudi qui est là. On est tellement. Il n'y a pas moi et la cathédrale. On est ébahi devant ce monument original et énorme. C'est un peu ça, tu vois. Dans l'attention, là, subjuguée, la séparation entre l'observateur et l'observé, ce fameux truc, c'est un peu dissous, tandis que dans la concentration, puisque c'est moi qui ai décidé, c'est une action du moi et c'est pas gênant, il y a quand même l'acteur qui est là. Tu vois. Tandis que dans l'attention, c'est une absence momentanée, une absence de l'acteur. Tu vois. Il y a il y a l'action d'être subjugué, on pourrait dire ça. Mais la concentration, puisque c'est une décision, une volonté, et c'est normal, ça marche comme ça, c'est une volonté de ma part, je ne peux pas disparaître, puisque je suis le figurant de cette pièce, quoi. Je suis au milieu du théâtre, et il faut y être dans la concentration. Si tu t'oublies dans la concentration, t'as compta. Pas, je crois que ce serait un peu farfelu. Oui, tu vois, je vais pas relever ça. Donc, dans l'attention, qui va s'achever à un moment donné, on est d'accord, rien n'est permanent, mais dans l'attention, alors on va être prudent, le moi est très, très, très peu présent. Parfois même, il n'est pas là. Et donc, ça n'a pas la même saveur de la concentration et l'attention. Et comme il y a l'absence du moi même momentané, c'est pour ça qu'on a confondu, parce que ça ressemble presque à la prise de conscience. Dans la prise de conscience, il n'y a pas de moi non plus. Tu vois. Il y a un parfum quand même entre les deux. Là, il y a quelques ressemblances. On ne décide pas, tu vois. On décide ni l'un ni l'autre. Dans les deux cas, le moi est très peu présent. Il y a des similitudes quand même. C'est un peu comme des cousins, hein, des états mentaux cousins. Mais le ressemblant n'est pas l'identique. C'est comme dans un immense océan, tu as des courants, tu as des courants chauds, tu as des courants froids, tu vas avoir des vagues, de la tempête, c'est le même océan, mais il y a différentes choses, quoi. Oui, mais ce que tu dis, l'exemple, naturellement, si on veut repeindre une pièce, on sort tout ce qu'il y a dans la pièce parce que ça va nous gêner, c'est logique, on met des journaux par terre pour pas en mettre plein le parquet. Et effectivement, ce que tu disais, plus on fait ce genre de choses, plus on est efficace. Un peintre,
Moi, si je peins, je mets 3 jours et ce sera moyennement joli. Un professionnel, il va venir en une journée, il va le faire et ça va être 10 fois mieux fait. Là, on peut acquérir de la compétence, si tu veux. Je ne suis pas certain qu'on peut acquérir la compétence dans l'attention, la compétence d'être attentif. D'ailleurs, même à l'oreille, c'est affreux, quoi. Et, et là, je suis totalement certain qu'on ne peut pas avoir la compétence d'avoir des eureka. Alors là, c'est même pas la peine, c'est une plaisanterie. Donc, tu vois, c'est un peu pour ça que la concentration a été mise en avant, c'est qu'on peut l'améliorer. C'est nous qui décidons de le faire, on peut trouver des techniques pour... On a une action là-dessus. Tandis que sur l'attention et sur l'eureka, on n'a pas... Eh ben, on se retrouve un peu démuni. On souhaite, on désire, on essaye de provoquer, mais ça marche pas vraiment. Mais l'attention, on peut s'y atteler, si tu veux. Donc pour ça, toutes les traditions ont développé des trucs autour de la concentration, parce que chaque jour, tu peux inventer une nouvelle visualisation, un nouveau mantra, un nouveau... et Dieu sait que les hommes en ont inventé, hein, parce là, c'est dans le domaine de notre vouloir et de notre pouvoir. C'est notre domaine. Et les deux autres, c'est pas vraiment notre domaine spécifique. Il y a, on doit laisser, on doit un peu s'effacer pour que, et encore, si on prend ça comme une méthode, ah oui, je vais m'effacer pour que ça marche. En fait, on ne s'efface pas. Tu vois ce que je veux dire? Si on en fait une méthode, Mais pas que, parce que, enfin, en même temps que je t'écoute, ça me fait penser à l'action. à quoi? Dans le sens où, pour avoir un moment d'attention, si je reste enfermé dans le placard pendant 3 ans, enfin je caricature, hein, Oui, si j'aurais peut-être une illumination, j'en sais rien. Mais il y a la concentration, et puis il y a aller se promener dans la nature ou aller rencontrer des gens, et tout d'un coup avoir une espèce d'élimination, et c'est oui, ça extrêmement peut. apaisant et merveilleux. Donc on peut être acteur pour aller rencontrer l'action, c'est ce que je veux dire. C'est que on n'est pas Oui, dissocié de ça. C'est un ensemble dont on fait partie. C'est là, systémique. oui, on peut se rendre disponible, mais guère plus. Voilà. Oui, Je mais peux c'est déjà m'asseoir. pas mal. Ben, eh ben c'est déjà, il faut le faire. Tu vois, si Oui, je travaille toute la journée je cours à différentes occupations, toujours actif. Le soir, je continue sur mon ordi. Le matin, je me lève, j'ai ma méditation, mon Dieu. Puis à 10 heures, j'ai mon cours de violon. Le yoga à 11 heures. Bon, c'est un peu rempli quoi, comme truc. Mais effectivement, ben, c'est la fameuse phrase. On ne peut pas envoyer une carton d'invitation au vent, mais par contre, on peut ouvrir la fenêtre. Après, le vent, il vient ou pas. On- L'efficacité, c'est un mot grossier là-dedans. On peut se mettre dans un état de disponibilité, aller se promener ou tranquillement, hein, je veux dire, aller prendre un demi sur la terrasse au soleil au café du village. De temps en temps, un peu dans le style un peu ne rien faire ne pas faire grand-chose. On peut lire un journal, mais de manière un peu désinvolte, c'est pas très important. Mais il faut toujours dire la chose peut arriver ou pas. Sinon, on tombe dans la propagande. Si dit, ça va marcher, faites-le, ça va fonctionner, vous allez avoir une extase là. Eh bien, c'est un peu un mensonge. Et la propagande n'est pas la vérité. L'honnêteté, on devrait toujours le dire, ça peut fonctionner ou pas. On ne peut rien vous garantir, messieurs, dames. Et ça, la plupart des gens s'en vont, hein, si on dit ça, naturellement. Mais il faut le dire. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? mais ça met chacun face à ses responsabilités aussi en même temps, hein. Comment? Ça met chacun face à ses responsabilités aussi, hein. Parce que l'action, enfin bon, c'est un peu le monde dans lequel on est. Produire pour réussir, obtenir, accumuler, amonceler, alors que on le sait, et puis à travers les échanges qu'on a pu avoir, et ce qu'on s'est dit la dernière fois, ralentir, percevoir, se mettre en état de disponibilité, c'est aussi ça. Oui, Et c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. La concentration permet l'attention parce que, enfin, c'est l'exemple que je donnais pour moi, hein.
Ça peut. ça me libère quelque part de choses ou de tâches que j'avais à faire, si je caricature. Et donc, ça y est, comme tu disais, on ralentit la respiration Oui, et oui, on bénéficie de tout ça. oui. C'est, tout ça a une certaine efficacité. Si tu veux, la concentration, c'est un peu l'antidote pour un esprit qui divague, qui a une pensée, qu'on a une autre. Il n'a pas terminé la première pensée, qu'il y en a une autre qui arrive. Enfin, un peu comme un singe dans une jungle qui passe de liane en liane, toi qui sais pas où il est. Donc c'est vrai que c'est comme un médicament, entre guillemets, pour l'esprit suractif, débordant, pour un esprit instable, hein, pour dire les choses simplement. Donc ça peut emmener une certaine stabilité et ça peut, si tout d'un coup on comprend que l'outil n'est pas la fin en soi, à travers l'outil, parfois, mais pas toujours, le même discours, parfois ça peut amener à être calme, profondément relaxé, tout d'un coup avoir un état attentif, mais c'est pas systématique. Là, il y a rien de systématique. Euh, bon, ce qui est quand même assez systématique, si on fait du yoga, du pranayana, on arrive à un certain stade de calme quand même. Mais en, en général, mais atteindre le calme profond, style samadhi, bon, faut se calmer, quoi. Faut d'abord descendre tranquillement, toi. Faut se calmer. Voilà, il y a un peu des paliers, quoi, hein, Et tu vois, quand je rigole quand tu dis faut se calmer parce que j'entends un côté mécanique, automatique, machin, et ça rejoint enfin un peu l'analyse que j'ai de ce que j'ai fait l'autre jour. La conscience et être présent à ce que je fais, moi, sans que on me dise ce que j'ai à faire. Ouais, d'accord, tu me dis ce que j'ai à faire, ok, c'est un outil, je vais voir dans cet outil ce qui peut me convenir ou correspondre à qui je suis ou à ce dont j'ai besoin hum, là en ce moment. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je construis mon quotidien? Comment est-ce que je me construis? Comment est-ce que je oui, m'apaise? oui, Et comment je et vis? oui, et tu vois, l'outil quel qu'il soit, on ne parle pas, même pas de la qualité des outils. Un outil, il faut toujours veiller en arrière-plan à pas devenir dépendant de l'outil. C'est ça le vrai piège, c'est ça. Quel que soit l'outil, tu peux Mm. devenir dépendant de Zazen, tu peux dire, devenir dépendant de Krishnamurti, mais l'outil, il y est pour rien. C'est notre relation à l'outil. Donc la dépendance à quoi que ce soit est à surveiller comme du lait sur le feu, quoi. La dépendance, c'est, ben, généralement, évidemment que c'est l'opposé de la prison. C'est un peu bête de le rappeler, mais et je vois beaucoup, tous peut-être pas, je connais pas tous les gens, mais par exemple les pratiquants de yoga, même les profs de yoga, j'en connais des tout à fait intelligents, des hommes de qualité, tout ça, mais beaucoup sont dépendants du yoga. Pourtant, ils ont lu Krishnamurti. Alors, ils adorent Krishnamurti. Ils ont raison d'adorer le yoga, je ne dis pas ça. Mais on ne peut pas trop remettre en cause le yoga. Ils sont vite, un- pas froissés, mais un peu peinés, un peu gênés. Et on se dit, mais attendez, pourquoi le yoga a certaines qualités, a certaines caractéristiques tout à fait intéressantes. Mais monsieur, vous ne pouvez pas dire qu'en faisant des asanas, vous allez vous libérer. Personne, tout le monde le dit, mais ça reste, on retombe dans la propagande. Ce serait tellement facile. Tous les gens qui font du yoga, il y en a beaucoup qui sont des pratiquants, hein. En Orient, en Occident, il devrait y avoir une contagion d'éveillés partout. Euh, Peut-être certains, mais pas deux. Comme les gens qui font zazen, ceux qui font zazen, mais qui sont intenses là-dedans. La Krishnamurti l'avait dit, ça avait été une incompréhension. Zazen, comme toute autre méditation, ne peut pas amener à la libération. Sinon, c'est quoi votre libération, messieurs, dames? Votre libération est due à ça. Donc, tu mets un autre mot qui fait plus mal. Donc, votre libération est conditionnée par cet outil. Donc, c'est une libération conditionnée. Et donc, ben, c'est pas une libération, c'est autre chose. Là, ce qui est difficile à entendre pour certains, la libération, son essence,
et inconditionnelle. Sinon, ce n'est pas la libération. La libération, elle n'est pas dans le cycle cause et effet. Il n'y a pas une cause qui produit l'effet libération. Sinon, c'est une prison. Tu m'insultes, je suis triste, tu me flattes, je suis heureux. Ça, c'est cause et effet. S'il y a une cause à la libération, eh ben, ce n'est pas la libération. Et ça, c'est hyper positif si on saisit. C'est-à-dire qu'on arrête de chercher définitivement la super méditation, le super truc pour se libérer. Rien ne produit la libération. C'est pas dans ce action-réaction. Tout Ouais, est ouais, il y a ça. action. Tu vois, tout est cause et effet. Tout est action-réaction dans l'univers partout. Mais pas la libération spirituelle. C'est la différence fondamentale. Et c'est l'humanité s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'elle a proposé 15 000 systèmes, 15 000 trucs, 15 000 méthodes pour se libérer. Bah alors, messieurs, dames, donc votre libération est due à la méthode. C'est la méthode qui a provoqué l'effet libération. Bah, les gens, bah oui, naturellement, j'ai fait ça. Ben donc, votre libération, elle est conditionnée. Donc, c'est pas la libération. C'est autre chose. C'est peut-être un état mental différent, soi-disant supérieur. Les gens, ils respirent peut-être de manière différente. Voilà, ok. Ils ont des capacités différentes. Mais la liberté et EST, il faudrait mettre en majuscule. Moi, je ne fais pas ça, hein, non, mais inconditionné. Sinon, ce n'est pas la liberté. Et, et ça, c'est difficile pour beaucoup, surtout pour les pratiquants, en fait. Ce que tu leur. Voilà, quelqu'un qui est habitué à prier Jésus, il y a plein de pratiques hein, différentes. D'ailleurs, un clin d'œil. Les pratiquants, ils ont une pratique, hein, donc c'est quand même pratique, une pratique. Hein. Mon petit clin d'œil, mais qui est un clin d'œil qui veut dire quelque chose. C'est quand même bien pratique d'avoir une technique. Je sais quoi faire. Oui, mais c'est un peu ce que je pense depuis tout à l'heure quand je t'écoute, c'est comme une déresponsabilisation et ça remettre à quelqu'un d'autre et moi je m'en occupe pas. C'est un Et peu, depuis que tu expliques ça, c'est vraiment oui, oui, enfin, se retrouver face à soi-même, ça peut être compliqué, mais en même temps, tu es responsable de toi. Et c'est avec toi que tu vis depuis le début. Qu'est-ce que tu as envie de faire de toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et oui, et si puis, je dis, si je me mets face à moi, enfin, ça m'est arrivé avec la maladie, hum, ok, voilà, maintenant tu en es là. Tu dois faire avec ça, avec ce que tu es, avec le corps que tu as maintenant. Ok, oui, tu fais quoi? Ok, c'est moi. Je oui, m'en remets et pas à quelqu'un d'autre. Le oui, reste, tout ce dont on parle tout à l'heure, c'est des moyens, c'est ce que tu dis, oui. hein. Et en fait, c'est là qu'on apprend, quand on est seul face à soi-même. C'est là qu'on apprend vraiment dans le sens qui suis-je? Parce que on peut faire 50 ans une méditation, ou même 60 ans. Mais est-ce que jamais une seule fois on s'est observé soi-même face à face? C'est pas corrélé, hein, c'est pas. Tu peux être 50 ans dans une grotte dans l'Himalaya et avoir des visualisations, tout un tas de trucs, les divinités. Mais si cet homme ou cette femme ne s'est jamais regardé face à face telle qu'elle est, sans aucun outil, sans rien des autres, parce que les outils viennent des autres, hein, sans aucun outil, et même sans un outil que j'ai créé moi-même, c'est un autre subterfuge, donc sans aucun support. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est ma vie? Qui suis-je? Mais de manière profonde, tu vois. C'est là qu'on découvre, tu vois. On pense être rempli de compassion, et puis on voit qu'on a de la colère, qu'on a de la jalousie dans l'esprit et tout ça, mais la compassion, on la met de côté. Je suis colère, je suis envie, euh, de l'envie. Ces états mentaux, c'est moi. Je dois découvrir qu'est-ce que c'est ces états mentaux. Je- et mettre de côté toute condamnation pour découvrir. Si on part en disant cet état est mauvais, je vais aller voir ce que c'est, cet a priori empêche la découverte. Hein. Et pareil, si cet état il est super bon, qu'est-ce que je suis doué là-dedans, je vais regarder comment ça marche, ben c'est pareil. Tu as les a priori positifs ou négatifs, mais ça reste des a priori. Euh, et toi, et tant qu'on utilise des techniques qui ont leur intérêt, je précise toujours,
on ne peut pas s'atteler à soi-même directement, puisqu'on a comme un intermédiaire, comme un médium, qui peut être utile un certain temps, peut-être, mais à un moment donné, on doit vraiment se débarrasser de- des médiums pour se voir soi-même soi. On n'a pas besoin de médium, d'intermédiaire, un médium, pas le médium. On n'a pas besoin de. On doit se voir directement. On n'a besoin ni de Bouddha, ni de Lao Tzu, rien. L'Eureka se réalise quand on a mis tout de côté et que tout d'un coup on a vu par soi-même. C'est ça l'Eureka. On- Notre propre esprit a vu la chose. Et on se fiche de ce qu'a dit tout Freud, Jung, tous les autres, Paul Puget, Lévy, encore plus, c'est sûr. Mais à cet instant de perception, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de référence de mémoire. Il y a un état mental différent. Toi. Mais à l'instant vraiment de cette perception, il y a ce truc, pas de mémoire, pas de pensée, arrêt sur image, donc immobilité momentanée là-haut, et vu qu'il n'y a pas de mémoire, pas de pensée, le silence. C'est les trucs, là, tu vois, euh, là, c'est autant suspend ton vol, toi, du poète. euh, et ça peut être libérateur. Hein. Pas systématiquement, on ne fait pas de programme, pas de propagande. Voir ce qui est tel que c'est. Soit, et si après on a compris comment ça marche, on voit l'extérieur pareil. Se voir soi-même tel qu'on est, et le monde, mes amis, ma famille, ma petite amie, tels qu'ils sont. Comment, est- Comment est-ce qu'on peut être en relation si on ne fait pas ça? C'est quoi les relations si on ne fait pas ça? Euh, Tu as une idée de moi, j'ai une idée de toi, je t'aborde avec cette idée, et tu me réponds à travers de l'idée que tu as de moi. Donc euh, on peut rien, il n'y a pas une loi qui interdit, hein, mais c'est une drôle de relation. C'est pas les êtres humains qui sont en relation, c'est les images. Tu sais. Nous, euh, Mon a priori est en relation, mes a priori sont en relation avec les a priori de mon voisin. Ben, on ne peut pas s'en sortir, là, je crois. Tu remets une bûche dans le feu tous les jours, tu dis, mon Dieu, que cette bûche est belle, ah, je ne devrais pas mettre de bûche, et puis tu la mets quand même. Euh, et presque tout le monde fait comme ça. Euh, Je regardais hier la vidéo, tu en as peut-être entendu parler, je crois qu'aux États-Unis, il y a des moines bouddhistes qui ont fait une longue marche et puis ils sont arrivés dans une ville, ils ont été accueillis dans une cathédrale, t'as pas entendu parler, c'est assez récent là, mais du moins, je sais pas, 20, 30, 40 quoi, en Rome, tu vois, qu'on marchait pendant longtemps. Je crois que j'ai vu. Ouais, et je regardais hier, donc ils sont arrivés, il y a tout un cérémonial pour les accueillir, c'est assez beau, hein, euh, mais on accueille les moines bouddhistes avec une certaine idée des moines bouddhistes. Est-ce qu'on voit vraiment qui sont ces gens? Mm. Peut-être, ou peut-être pas. De manière caricaturale, j'ai toujours cette plaisanterie. De manière contemporaine, on pense que les bouddhistes, c'est vraiment des très, mais des très, très, très gentils. C'est vraiment des gentils. Hein. Et puis, à l'inverse, puis il y a les musulmans, c'est des très, 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 des gens pas très, très bien, quoi. Mais messieurs, dames, vous connaissez tous les musulmans de la terre entière? Et vous connaissez tous les bouddhistes de la Terre, vous les avez tous connus, c'est tous les mêmes. Il y a de là, les a priori, ça fait ça. Si tu veux. Tu classes les gens en groupes, en catégories, ce qui est en fait du racisme. Jugement de groupe. Un jugement de groupe positif, eh ben, c'est un racisme positif. Hein. Je ne sais pas si je vais pas le couper ça au montage, mais
on n'est pas en relation si on utilise uniquement tous nos a priori pour aborder le monde et pour s'aborder, pas couler, mais s'aborder soi-même. Quoique s'aborder, c'est bien parce qu'on coule quand même, donc c'est pas mal. Peut-être qu'il y a une origine étymologique à observer, peut-être. Euh, mais oui, s'aborder le bateau du moi, pourquoi pas, hein, oui, coule à pic. Mm. Euh, mais, et tu vois, alors je réfléchis de la concentration. Ben, j'essaie de faire le lien. La concentration, vu qu'on a une tâche à réaliser, donc évidemment qu'on a une idée, voilà, la compta, il faut la faire, on a un a priori, mais ça c'est normal, c'est pas gênant, hein. Le mécanicien doit réparer le garage. Donc là, on fonctionne avec nos idées, avec notre mental, avec nos a priori, nos attentes, et j'essaye de voir les différentes caractéristiques. Et en fait, dans l'attention, il me semble qu'il n'y a pratiquement pas d'attente. Tu sais, quand au détour d'un virage, hop, tu vois une maison ou une immense cathédrale impressionnante, t'as pas de but spécial, hein. Moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dans la concentration. Il y a comme une mission, il y a quelque chose à réaliser. Ben, l'attention, c'est plus léger, tu vois, il n'y a pas de. Oui, l'attention survient parce qu'en fait, cette nouveauté qui me vient, comme elle est nouvelle, ben, j'ai pas encore d'idée sur elle, puisque c'est nouveau. Donc, je peux pas sortir une mémoire sur un truc que j'ai pas vu, tu vois. Donc, de manière un peu magique, ben, qu'est-ce que c'est ce truc-là? On n'a pas les mots pour, et donc ben, on regarde pour essayer de goûter ce qui est. Oui, comme c'est nouveau, on n'a pas de mots à mettre dessus, donc pas d'a priori. Le mental, il a une inadaptation, et, et en fait, il se tait parce qu'il peut rien dire, ou pas grand-chose. Tu vois. Euh, donc oui, donc là, dans le nouveau qui nous survient, si on est interpellé, la mémoire ne peut pas fonctionner pour être avec ce nouveau, tu vois. Donc, toi, tu as quand même quelques caractéristiques de la vision pénétrante, hein, dans l'attention. Toi, le temps est absent. Toi, pour ça on les lie ensemble et effectivement, c'est cousin quand même, hein. Et dans l'Eureka, évidemment qu'il n'y a pas, puisque tu comprends en direct quelque chose, évidemment, là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de pensée, mais dans l'attention aussi, finalement. Tu vois, parce que la mémoire n'est pas efficace. Voilà. Je, quelqu'un me parle une langue inconnue, ben voilà, je vais essayer de sortir mon truc, mais non, c'est une langue inconnue, ben alors attends, je vais essayer avec les mains, enfin, on va essayer de parler de manière, de communiquer de manière différente, parce que notre bagage, on peut dire ça, notre bagage mémoriel, en fait, notre bagage mémoriel, il est adopté pour l'ancien, pour ce qu'on a déjà vu. Donc une voiture, on l'a déjà vu, mon ami, je l'ai déjà vu, mais quelque chose de foncièrement nouveau, notre bagage mémoriel, en fait, la pensée, elle ne peut pas le contacter, elle peut pas c'est- ce n'est pas de sa nature. La pensée ne peut pas être au présent. Elle ne peut pas être avec le présent. C'est ni triste ni gai, c'est pas sa nature, elle ne peut pas. Mm. C'est génial. Hein, J'adore. Parce que ça ouais. veut dire qu'il y a encore plein de trucs à découvrir. C'est comme un Oui, oui, gamin oui. qui n'est pas encore conditionné et qui découvre la vie. L'espace des possibles est immense et on peut toujours apprendre et découvrir. Ouais, ouais. Mais c'est, puisqu'on explore l'infini, on arrive. Qui va dire je suis arrivé au bout de l'infini? On éclate de rire immédiatement. C'est un voyage, et c'est ça sa beauté. C'est un voyage sans fin. Sans fin. C'est comme un pas. Tu peux que faire le premier pas, lancer le premier pas, tu n'arriveras jamais au bout du pas. Chaque matin, tu relances le pas, toi. Mm. Non, Oui, oui, puis c'est comme Gaudi, hein, c'est aller à la rencontre de la beauté. C'est vraiment l'effet que ça me fait. oui, il y a ça. Quand les choses sont harmonieuses, tout d'un coup, la beauté du monde est là. Tu sais qu'on parlait d'harmonie.
l'harmonie, tout d'un coup, c'est comme la beauté de l'Éden se révèle. Toi. Mais moi, j'ai un ami, quand il avait lu la première fois qu'il a lu un livre de Krishnamurti, c'était Commentaires sur la vie, et écrit, hein, c'est un rare livre que Krishnamurti écrit, et à chaque début de texte, alors, il présente le lieu où il est, la nature, et après, c'est des dialogues avec des gens qui viennent. Mais son écriture de la nature, de là où il est, cet ami, il s'était mis à pleurer, il dit, mais il part de la Terre, il part de là, du monde où on vit, il voit ça comme ça, il était sidéré, c'est avec des mots simples, tu vois, mais il faisait goûter la beauté de la vie, euh, la beauté de l'Éden, vraiment. Hmm. Euh, Regarde, et d'ailleurs, une fois avec le séminaire à Angoulême, avec Fabrice, plusieurs fois, après on essaie de faire un des sentiments, c'est que dans le séminaire, il y a une grande beauté entre nous. Il y a une atmosphère, quelque chose de particulier. Donc et puis c'est très concret, quoi. C'est pas c'est, évanescent, Ouais. mais oui. Et tu vois, je fais un éclairage complémentaire. Là, je disais, ben, quand quelque chose de nouveau arrive, ben, notre bagage mémoriel n'est pas adapté, donc silence, point barre. Mais il y a pas que ça. Il y a quelqu'un que je connais depuis 50 ans, un ami d'enfance. On s'est toujours connus. Il vient, il sonne à la porte, et je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je l'aborde sans a priori. Lui que je connais depuis 50 ans, et je le perçois comme une nouvelle personne. Je perçois l'ancien tout d'un coup comme étant nouveau. Et là, presque tout est possible. Là. Parce que tout l'ancien, tu peux, par notre propre regard, le redécouvrir comme étant neuf. Parce qu'à l'instant, il est neuf. C'est mon regard qui lui met un linceul de vieux compagnon de 50 ans, que chaque fois qu'il parle, je sais ce qu'il va dire, blablabla. Bla, bla, bla. Eh bien, cet homme sonne à la porte, j'ouvre, et on ne sait pas pourquoi, et je le vois vraiment. Tu vois, et je l'écoute vraiment. Donc, l'attention lave l'esprit du temps. Lave, nettoie le temps. Tu vois ça? Lave. Parce que le très ancien peut être vu comme le tout nouveau. Ça, c'est la magie de l'esprit. Tu vois. Ça, il y a beaucoup de choses dans l'esprit. Hein. Ouais, je sais toujours qui est cette personne, mais j'ai découvert l'art de le voir tel qu'il est. Tu vois. Ça, l'art de voir ce qui est maintenant. Je sais bien que c'est mon vieil ami, je peux me rappeler tout ce qu'on a vécu. Eh bien là, je n'active pas cette mémoire. Oui, oui, c'est comme, ouais, ouais, laver l'esprit du temps. C'est marrant, j'avais jamais eu cette expression. Comme un nettoyage, ouais, un nettoyage hors du temps. Même une chose ancienne, même ma mère, mon père ou tout. Parce qu'en fait, il y a les deux. La mémoire est toujours là. Il ne s'agit pas de devenir amnésique, je le dis souvent, ce serait tellement idiot. Mais il y a la mémoire et on découvre par cette chance inouïe, on va dire, qu'il y a une grande partie de l'esprit qui n'a pas besoin de la mémoire. Tu vois. Et là, c'est presque au-delà des mots, tu vois. On n'allume pas la mémoire. Voilà, tu vois. Elle reste éteinte, elle est là. C'est comme la lampe, je l'allume ou pas, hein. L'électricité, elle est là. Et tu sais quoi? Non seulement je vois ce vieil ami d'enfance comme la première fois, mais dans ce regard, dans ce contact attentif,
Je suis moi aussi comme pour la première fois. Tu vois, tu vois. Tout est comme pour la première fois. Toi, c'est l'ordre du temps, ce que ça peut faire pour des relations, c'est un des éléments qui manquent aux êtres humains et qui cherchent désespérément aussi. Échapper au temps, de manière réelle, hein, pas romanesque. Hein. Et toi, l'autre est nouveau, et je le vois nouveau, parce que mon propre regard est la nouveauté. Et l'ancien, dans tout le sens du terme, n'existe plus. Euh, L'ancien, il est que dans la mémoire, en fait. Dans la vie, il n'y a pas d'ancien. Tout est créé en permanence, en permanence, en permanence. L'ancien, c'est l'œuvre de la mémoire. C'est nulle part ailleurs. C'est normal, la mémoire, c'est les souvenirs, donc c'est là-dedans. Et la mémoire génétique, là, il y a... Mais c'est de la mémoire. Mais tu vois, ça renvoie à ce que tu dis, parce que enfin, je le vis avec une amie, on se connaît depuis au moins 60 ans. Et on est Hum, comme des sœurs. Euh, c'est comme une disponibilité, c'est comme ne plus avoir peur de ce qui se passe et être disponible à ce qui se passe. Donc l'attention, effectivement, peut arriver à ce moment-là. Et le temps hum, n'existe plus et c'est comme, je me souviens après des séances de MDR que j'ai faites, là, qui m'ont vraiment libéré de trauma, je disais quand je suis sortie, enfin pas immédiatement quand je suis sortie, mais c'est comme si hum, j'avais nettoyé mes lunettes et que je voyais le monde plus clair. Et là, dans ce hum, que tu dis, pour moi, c'est la même chose. Et il y a quelque chose qui hum. s'apparente à ça aussi, Oui, où la mémoire, on a fait abstraction de tous les a priori, peut-être évidemment, éventuellement les assignations, les conditionnements, machin. Et là, oui, tu t'es libéré de tout ça. Donc, tout hum, ce que tu as fait avec concentration avant t'a donné peut-être une espèce de truc là qui t'habite et tu es hum. disponible à l'attention. Donc l'espace, le temps, tout ça, c'est une abstraction. Et il y a la Oui, présence. tout à fait. Et et il y a des choses qui fleurissent à ce moment-là. Parce que là, on est dans un état, on ne se rend pas forcément compte, on est dans un état créateur. Là, on Complètement. peut, comme je vois mon ami pour la première fois, dans d'autres moments, tout d'un coup, je peux dire, mais la méditation, je sais que ce qu'ont dit les traditions, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est vraiment? Je vais aborder ça à neuf, essayer de voir ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou avoir un esprit religieux. On met toutes les religions de côté, les blagues. Qu'est-ce que c'est vraiment? Aller à la recherche de est-ce que ça existe? Tu vois, mais vraiment un voyage, une enquête, comme un Sherlock Holmes, là, comme je dis parfois. Euh, on sait ce que les hommes ont dit, mais c'est pas ma compréhension. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais j'en sais rien. Je n'accepte rien que je n'ai pas compris par moi-même. Ça, c'est aussi, ça, il faut le répéter en permanence. Peut-être c'est les gens très intelligents qui ont vraiment découvert, ça doit être vrai. Mais si moi je ne le vois pas, bah, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de répéter, enfin voilà. Ne rien accepter que je n'ai pas pu voir par moi-même. Ça, bah, le Bouddha l'a dit, hein, ça c'est très, très, très clair. On peut aller parler avec des gens, assister à des séminaires, des tables rondes, des conférences et tout ça. Mais au final, bah, il faut voir par soi-même. Comme j'ai vu cet ami, par moi-même, là, il n'y a pas de déconditionnement. Toi, là, on redécouvre la beauté, ben, le retournement vers l'intérieur, on se rend compte ben, qu'on connaît par l'entremise des autres. Ben, comme dirait l'autre, on est un peu de seconde main, c'est pas vraiment suffisant. C'est comme si on vivait par procuration, tu vois, en lisant un texte du Bouddha, Lao Tse, le Tao Te Ching. C'est très bien de le faire, mais c'est insuffisant. Comme les outils sont très bons, mais insuffisants. Faisons simple. Il faut s'enflammer soi-même, sinon tout est vain.
Tu vois, tout est à quoi bon avoir lu tous les livres philosophiques, spirituels, avoir fait 30 ans de retraite ou être reclus dans un monastère. Si la flamme n'a pas jailli, cela ne change rien. Toutes ces actions ne changent rien. Parce que c'est la libération, c'est la naissance d'un être humain différent. On n'est plus le même. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est juste une amélioration. Donc, la fameuse phrase, la révolution intérieure qui a été battue, rabattue, rabattue, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Si c'est une révolution véritable, c'est la naissance d'un autre être humain. C'est pas la même personne. Sinon, c'est pas une révolution. Sinon, c'est une amélioration. On est un peu meilleur. Il y a quelque chose qui a fini et quelque chose d'autre qui est né. Il faut, comme, il faut naître deux fois. Hein. La première naissance corporelle, c'est la deuxième. Et ça, en fait, c'est ce que ne veulent pas les gens. Ils veulent s'améliorer, ils veulent avoir une vie meilleure, une meilleure capacité, ils veulent eux-mêmes s'améliorer, être plus intelligents, mais ils veulent toujours être là. Hein. Mieux méditer, mieux, mais toujours là. Ils ont le droit. Il y a pas de loi qui interdit, mais bon, on le disait dans le catholicisme, il faut mourir à soi-même. Mais tout ça, ça fait has-been, ça fait un peu démodé. Mais tu sais, quand tu reçois cet ami d'enfance, tu ne peux le voir à neuf que si ton regard est à neuf, et ton regard ne peut être neuf que si toi-même tu es devenu entièrement différent. Sinon, ça ne peut pas être neuf. Parce que tu es le support de tout ça. Si toi, tu es l'ancien, tu ne peux pas découvrir le neuf. Enfin, il y a une anomalie. Pour ça que je te disais, il y a mille choses qui fleurissent dans ce, dans ce continent. On va être des milliards de choses qui fleurissent. Et qu'à la fin de la vie, il y aura des nouvelles fleurs, des nouvelles fragrances, des nouvelles couleurs. Ça, c'est la beauté. On est parti un peu loin de la concentration de l'attention, mais qu'importe. C'est un début. Autant la concentration que l'attention, c'est un commencement. Hmm. Et comme dirait l'autre, ce grand voyage, pourquoi s'arrêter dans un port? Temporairement peut-être, mais pas prendre racine. Hein. Oui, Hmm. c'est dans le sens ne pas s'arrêter, même aux choses qui ont l'air de marcher. Tu vois, ça fait trop efficace. Ok, ça pacifie l'esprit, c'est bien, ok, c'est très bien. Mais est-ce que c'est ça qui libère? Alors, je dois découvrir autre chose. Euh, yoga, pranayana, c'est excellent. Hein, je veux dire, par exemple, Christian Berti faisait du yoga tous les jours. Hein. Autant ça n'empêchait pas de dire, c'est pas avec le yoga qu'on se libère. Il avait un discours très simple. Hein. Et pour ça que c'est amusant que les profs de yoga qui aiment beaucoup Krishnamurti, et parfois ils ont des contradictions. Je dis, ben voilà, Krishnamurti faisait du yoga tous les jours, oui, ils connaissent de quel maître et tout ça, ok. Et vous savez quand même qu'il a toujours dit que le yoga, c'est pas une méthode de libération, qu'on n'atteint pas l'éveil par le yoga. Bon, ils deviennent tout chagrin. Assez rapidement, ils deviennent chagrins avec ça. Euh, alors qu'un des livres Racine, je regarde là, j'ai bientôt arrêté, un des livres de Racine qui est toujours cité, c'est les Yoga Sutras de Patanjali, hein, que tu dois connaître, ce qui est très connu. Et dans le Yoga Sutra de Patanjali, qui est la base du yoga, il y a pratiquement aucun asana, il n'y a que le lotus. Il parle du lotus. Et tout le reste, il parle de qualité d'esprit, de qualité d'élévation d'esprit, d'avoir une éthique de vie. Enfin, il parle d'autre chose. Il ne parle pas d'asana. Euh, et donc, parfois, quand il cite
Krishnamurti, en blaguant les Yoga Sutras, naturellement Patanjali, tout ça, oui, ok. Eh ben, il me semble quand même, et ils sont d'accord, qu'il n'y a pas d'asana, quoi. Il n'y a pas d'asana dans la base du yoga, parce que c'était une démarche spirituelle, religieuse à l'époque, et à part le lotus, donc la posture pour la méditation, il parle pas d'asana. Donc c'est amusant les références qu'ils ont, ni l'une ni l'autre ne mettent une valeur libératrice dans les asanas. Et ils ont une contradiction en eux qui est difficile pour eux. Je, je, Mm. je comprends que c'est difficile. Comme un Indien, sa tradition, elle a quoi, 5000, les Védas sont presque à 6000 ans. C'est très très fort pour les Indiens. C'est très très dur de sortir de ça. C'est pas impossible que Shivaji l'a fait, c'est un brahman, hein, il l'a fait. C'est très très dur pour.